Alors, c'est parti, Maurice. Je vous remercie encore une fois. Je constatais qu'il n'y avait eu aucune défection dans l'assistance. Merci infiniment d'être supplicié jusqu'à la fin. On est en attente du climax. Je vais vous parler, juste durant l'intermission, on a fait référence à Madame Aglaé, toujours elle. Nous a mentionné un peintre que je ne pourrais pas passer sous silence et qui, malheureusement pour lui, ne fait pas partie de l'art brut. Il s'agit du peintre Villeneuve, que tout le monde connaît au Québec, et qui a peint sa maison en entier à Chicoutimi. Chicoutimi que j'aime beaucoup mieux que Saguenay, que je trouve emprunté. Bref, ce peintre mérite une mention particulière simplement parce qu'il est un pur représentant de l'art naïf et pour rentrer dans mes catégories, en toute modestie, il fait partie d'un artiste naïf obsessionnel, d'un type que j'appellerais un artiste naïf obsessionnel parce qu'il a peint sa maison entièrement, sauf, bizarrement, une partie de la maison à laquelle il n'a jamais touché. Je vous le dis entre nous parce que c'est son fils lui-même, à l'occasion d'une exposition qu'il a tenue, que le fils a tenue au Palais de la Civilisation à Gatineau. Jamais Villeneuve n'a touché à la chambre de ses enfants. C'était là une petite anecdote qui plus tard rentrera dans une histoire de l'art en note infravaginale à la page 278 sur 3740. Bref, maintenant je vais vous parler de ma démarche à moi. Parallèlement à ce que disait, ou en continuité de ce que disait notre ami Clément, grâce à lui et grâce à Yvon, par les bonnes grâces devant qui je suis devant vous ce soir, imaginez-vous un peu la formule, hein, si c'est du rendu. Je vais vous parler de ma démarche. Ce n'est pas vrai que vous êtes les premiers ce soir à voir mes œuvres. En 1977, le Centre culturel de Trois-Rivières a eu droit à une exposition de ses œuvres aussi. J'avais commis à l'époque, dans les années 70, une cinquantaine de tableaux. Je vous en fais rapidement le parcours. Je traversais une triste période, j'étais jeune, je me croyais heureux, j'étais pauvre, mais j'étais plein d'espoir et je m'ennuyais profondément. Et une nuit, je me suis réveillé, et ce n'est pas une histoire que je vous raconte inventée, c'est une histoire qui m'est arrivée. Et j'ai pris une feuille de papier qui était devant moi, et je me suis mis à gribouiller, et là j'ai eu l'apparition d'une œuvre. Et je me suis dit, tiens, ça c'est fort, ça c'est fort. Et finalement, dans ma lancée, je suis arrivé le lendemain, les jours suivants et les mois après, à épuiser le stock de papier Bristol de mon libraire favori et de faire une cinquantaine d'œuvres. Donc quelques-unes sont ici ce soir. Rassurez-vous, les autres, je ne les ai pas vendues. Je les ai égarées, enfin bref, je ne sais pas ce que... Mais j'en ai vendu quelques-unes, rassurez-vous. Maintenant, une fois que j'ai eu accompli ce travail d'artiste, j'étais encore une fois jeune et plein d'une morgue, d'une envie de conquérir le monde en tant qu'artiste, que j'ai pris, je ne crois pas que ce soit ce carton même, là, mais j'ai pris une sorte de carton équivalent, avec mes 50 dessins sous le bras, et je suis allé frapper à la porte du musée du Québec, sur les plaines d'Abraham, à Québec. Et là, j'ai demandé à parler au conservateur. Et le conservateur, charmant monsieur, me dit « Bonjour monsieur,
qui êtes-vous? Je lui ai dit, je m'appelle Maurice Fournier. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, mais je voudrais exposer chez vous. Ah, il me dit, mais je m'excuse, mais on ne vous connaît pas. Ah, ça a été pour moi un choc. Comment, moi, français, venant depuis 3 ou 4 ans au Québec, je n'étais pas reconnu, même sans le vouloir. Alors, il me dit, monsieur, je regrette, mais je ne peux rien faire pour vous. Oh. Il me dit, pendant que vous êtes là, puisque vous êtes là, vous ne serez pas venu pour rien. Montrez-moi donc vos dessins. Grand bureau. Oh ben oui, monsieur, je pose mes dessins sur son bureau, et ce monsieur charmant commence à les regarder. Oh, premier dessin. Oh, surpris. Bon, les 50 sont passés comme ça, et à la fin du 50e, il se tourne vers moi et il me dit, monsieur, le musée du Québec ouvre une galerie sur la place Royale à Québec. La galerie de l'Anse aux Barques. Si vous acceptez, vous allez être notre premier exposant. Je dis, on en a déjà un, mais lui, on va le monter au deuxième. Ça va être. Et alors, bien sûr, je vous imagine la bavante déjà d'espoir à savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Et comme je vous dis, c'est la stricte vérité, ce que je vous dis. Je n'invente rien. Et je lui ai dit, il me faudrait peut-être réfléchir. Alors, bien sûr, j'ai toussé un peu. J'ai dit oui, c'est correct. Et alors, il me dit, ne vous en faites pas. Alors, effectivement, ce monsieur-là, en compagnie de ses aides du musée, a organisé au musée de l'Anse aux Barques une galerie pour laquelle les journaux étaient invités, les invités étaient invités, tout un tas d'invités étaient invités, y compris moi bien sûr. Et je me suis rendu compte là que c'était en 1975, après une expérience assez prenante d'être considéré comme un artiste, que les gens se foutaient absolument de ce que j'avais accroché au mur. J'aurais pu accrocher des sacs de plastique qui sont à la mode aujourd'hui, j'aurais pu des Nicolas Poussin, n'importe quoi, des Goya, des Picasso, des Picassiettes. Parce que Picassiette a été aussi un émule. Hein. Encore une fois, Wikipédia étant à la mode, vous tapez Picassiette, vous allez voir que Picassiette a fait du Picasso, presque. Et finalement, je me suis rendu compte que les gens aimaient plus voir en moi un artiste, mais un artiste bizarroïde, un peu flyé, comme on disait à la mode, et puis à la mode, c'était spécial. Et ces gens-là, finalement, malgré tout leur intérêt, ont fini par me fatiguer. Et après ça, j'ai encore continué à être un artiste, mais je me suis tourné aussi après, et ce fut peut-être un de mes plus grands malheurs, vers la philosophie. Et je suis devenu plutôt qu'artiste philosophe. Mauvais artiste? Peut-être pas. Mauvais philosophe, assurément, quand je vois le talent de ceux qui m'entourent. Mais maintenant, je vais vous montrer donc ceux qui, d'après le musée du Québec à l'époque, a fait que je passe ce soir devant vous, non pas pour quelqu'un qui invente l'histoire, mais pour ça. Québec, le 25 février 1977. Exposition de dessin à la galerie de l'Anse aux Barques. Communiqué par le gouvernement du Québec, ministère des Affaires culturelles. Québec, le 25 février 1977. La galerie de l'Anse aux Barques accueillera le 9 mars prochain les dessins de Maurice Fournier et Jean-Claude Fillion. Jean-Claude Fillion, c'est mon copain qui est en bas. Nouvelle galerie d'art du Musée du Québec, l'Anse aux Barques a pour but d'offrir au public les recherches et les curiosités. J'aime bien le mot. Les curiosités des jeunes artistes québécois contemporains. Les jeunes artistes québécois. Là aussi, ça me fait penser à... Ça me fait remonter des souvenirs d'enfance. Autodidacte,
Maurice Fournier se consacre depuis 2 ans à des recherches graphiques originales, axées sur les perspectives et le symbolisme. Il peut être classé comme un représentant de l'art brut, tant par la forme que par le message contenu dans ses dessins. Comme quoi, preuve à l'appui, je fais partie de l'art brut. Maintenant, je vais vous montrer en vrac quelques-uns des dessins qui ont subjugué tant et tant de foules. Non, rassurez-vous. Mais je vous demande, s'il vous plaise, de les apprécier comme il se doit. Grâce à votre présence, ils auront ressuscité. Et s'ils ne vous plaisent pas, tant pis pour moi et tant pis pour eux. Alors, en vrac, je ne les ai pas triés. Je vais vous les montrer. Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. En voici un. Ce sont des encres. Ce sont des encres format 22-28, toutes pareilles. Et voici, ce sont des encres qui ont fait ma célébrité. Je vous en montre une. Les dangers de la civilisation. Non, les dangers de l'éducation. Excusez-moi. Les dangers de l'éducation. Non, je m'excuse. C'est à l'envers. Les dangers de l'éducation. Mais il pourrait se placer de différentes façons. Ah, si vous l'achetez, il n'y a pas de problème. Non, rassurez-vous. Les dangers de l'éducation. Alors ça, c'était à l'époque ce qui me torturait. Mais rassurez-vous, dans les autres fois où j'ai vraiment eu le plaisir de montrer, je ne dis pas exposer, mais le plaisir de montrer ces dessins à des amis, à quelques rares amis, parce que j'en ai pas beaucoup, c'est évident avec ça. Ils m'ont dit, selon l'air du temps, ils m'ont dit « Ah ouais, mais t'as dû en fumer du bon !» Il faut que je vous dise aussi, strictement par là, que je n'ai jamais pris de drogue d'aucune sorte pour faire ces dessins-là. Les filles de Lot. Est-ce que vous pourriez donner une explication de ce que vous ressentiez quand vous avez fait ça? J'étais malheureux. Attendez. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me demande, est-ce que vous pouvez un peu vous rappeler de ce que vous ressentiez au moment où vous produisiez ça? Est-ce que vous étiez dans un contexte politique? Est-ce que vous étiez dans un contexte, je ne sais pas... La politique a toujours été pour moi le moindre de mes soucis. Contre l'éducation. Mais de toute façon, ça nous touche pareil, on baigne dans ça. J'étais jeune, j'étais enthousiaste, j'étais fou. Critique. Fou, façon de parler. J'étais fou, inoffensif. Autrement dit, je croyais que la vie allait m'apporter la gloire, la célébrité et tout. Mais au-delà de ça, j'étais inquiet. Je ressentais pas mal je n'irais pas jusqu'à dire de la frustration, mais je ressentais une crainte face à la vie qui m'entourait. Et surtout aussi, j'ai développé à l'époque un esprit critique qui ne m'a jamais quitté depuis. Et c'est d'ailleurs rien que ça qui me reste. Alors ici, on voit l'enfant qui est poussé en bas et c'est le maître d'école qui le torture. Maître d'école. Non, Ok, non, ça va. C'est pensé que alors, voici, ça c'est les filles de Lot. J'avais aussi des sujets bibliques dans la tête. Parce qu'avant de devenir philosophe, je voulais devenir pape. Mais enfin, non, je ne voulais pas devenir pape, mais la religion m'intéressait. Alors, c'était quand même un fouillis. Je crois que le fouillis que j'avais dans la tête, c'est à peu près égal au même fouillis que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont. Le problème, c'est qu'à l'époque, je commençais déjà à ne plus être jeune. Mais enfin, bon. Alors, ça, celui-ci, ça c'est avant le déluge. Avant le déluge, c'est un état idyllique. Si les tableaux vous semblent un peu gondolés, c'est que depuis le temps qu'ils ne sont pas sortis de leur carton, ils ont pris l'humidité. Ils ont pris le déluge. Ils ont pris le déluge. À propos de Pape, ton roman,
sur le bâtisseur de la cathédrale, qui finit évêque, et ce qui finit pas pape. Ton roman, Oui. La Maison de Dieu. Oui, oui. Il devient pape. Oui, oui. Ah, c'est bien ça. Comme la suite des idées. C'est lui qui est devenu pape, c'est toi. Quasiment. Je ne vais pas me livrer à cette personnification, mais... Alors, un mot d'explication, s'il vous plaît, du salvisme. Avant le déluge, Adam et Ève, Avant le déluge, c'est l'amour parfait, c'est la platitude de l'amour, c'est l'amour sauvage, idéal, bon, on n'a pas inventé quoi que ce soit d'autre, c'est elle et moi, c'est moi et elle, c'est l'amour parfait. Mais ils ne sont pas souillons, ils sont torturés, ces gens. Ah, peut-être torturés, mais dans tous les cas, le bonheur n'est pas obligé de sourire tout le temps. Je ne crois pas que le bonheur puisse sourire. Le bonheur, il s'agit d'avoir un état où, comme dirait Montaigne en parlant de la Boétie, j'étais lui, il était moi. Là, je suis moi, sur elle. Puis, on ne demande pas plus que ça. La simple joie, la joie béate, bénie. De toute façon, la passion est souffrance au sens premier. C'est subir quelque chose de terrible. Et ces visages un peu crispés révèlent ça, qu'il y a quelque chose d'écrasant dans l'attirance, dans le désir passionnel. Il faut voir aussi ce à quoi peut servir une œuvre quand on arrive à l'exprimer. Elle sert de soulagement, elle sert d'exutoire, absolument. Et pour le moment, l'exutoire, chez moi, n'est jamais pressé jusqu'à son terme. Et toujours, il se remplit toujours. Okay, et c'est ça, autrement dit, c'est inépuisable à la toute fin. Alors le titre de ça, c'est quoi? C'est l'aveugle et le paralytique, bien sûr l'aveugle et le paralytique. Si on sait voir, où est l'aveugle ou est le paralytique? Non, ça c'est le pécheur capital. Le pécheur capital, le Christ. Le Christ est en train de ramasser tous les péchés du monde. Bon. Et le pécheur au sens premier du terme, okay, qui va à la pêche. On peut le retrouver ici dans le symbole, le poisson, psyché. Dieu et son âme. Au fil de la vie. Au fil de la vie. On dirait un peu la révolte contre l'esthétisme. Oui, ce n'est pas mon objet premier de me battre contre l'esthétisme. Ce qui était mon objet premier, c'était d'éprouver et de faire voir ce que je pensais. Ce que je pensais qui pouvait représenter un fouillis apparent, mais avec une présence qui, une fois que je l'ai eu expulsé, m'a été rendue inoffensive, mais indélébile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me rappeler de mes tableaux, je ne peux pas me rappeler de chaque détail que j'y ai mis, mais je sais qu'à l'époque, ça m'a servi d'exutoire, ça m'a servi je voudrais juste dire de guérison, non. En fait, ça... Maurice? Oui? Je vous laisse finir. Ça vous a servi d'exutoire et ça vous a sauvé la vie? La vie des autres, je dirais. Ouais, ça c'est très bien dit. Même que ce soit grave, ça a sauvé la vie des autres. C'est beau. Moi, je me demandais, quand vous avez commencé, est-ce que vous aviez à chaque toile un thème dans votre tête ou bien vous avez fait le geste selon, comme intuitivement? Le lien se faisait naturellement, intuitivement. Ok. In vino veritas. D'accord. Il y avait quand même un fond
religieux inassouvi. La religion ne m'a jamais donné ce que j'aurais voulu lui trouver. Elle ne m'a jamais donné. Alors finalement, les titres venaient, mais pour dessiner des affaires comme ça, c'est facile. Je dessinais toujours à plat. J'ai toujours dessiné à plat sur une table ronde principalement, et autour de la table. Je tournais autour de la table. Puis ça m'a... Encore une fois, les titres sont venus avec les sujets. Autrement dit, tout s'est imbriqué. Et apparemment avec des formes, comment on appelle ça, des formes... Géométriques? Non, pas polymorphes, comment on dit, kératomorphes, si on peut... enfin, monstrueuses, quasiment. Le mot grec m'échappe. Ce n'est pas la beauté que vous avez recherchée. Non, surtout pas la beauté. Le contraire. Non plus. Pas la laideur nécessairement. Je n'ai pas dit, tiens, lui, je vais le faire un bouchon de champagne en forme de... un pénis pour le bouchon, un bouchon de champagne en forme de... pour le pénis. Non, je n'ai pas dit ça. Un ventre un tonneau pour le ventre, non. Mais au fur et à mesure que j'ai dessiné, les titres se sont imposés à moi. Et les titres sont restés stables aussi, comme le style d'ailleurs, le style est resté stable. La mort douce, un petit bébé, avec des morceaux de placenta qui restent. Bon, ils sont pas... avec des... Maurice, tu dis que tu dessinais autour d'une table ronde. Je me demandais si c'était la force centrifuge qui faisait que la plupart des personnages sont accroupis ou en position fétale. Au départ, principalement, c'est commencer, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'en ai un assez imposant, je commençais toujours par le nez. Le nez, et puis dans la mesure où chaque petit détail n'a pas tellement d'importance, j'ai pu tourner autour un peu comme une mouche tourne autour d'un steak pourrissant. Madame, comment on appelle ça? On appelle ça l'escarpolette. L'escarpolette, ça c'est l'escarpolette. Là j'ai imaginé la joie d'une petite fille qui prend ses tresses comme des cordes et qui, encore une fois, par les malheurs de l'éducation, parce que j'en veux beaucoup à l'éducation, se retrouve comme machinisée, un peu comme le tympanon qui illustre les œuvres d'Elsa Triolet. Et pourquoi le pied à l'envers, dans la direction opposée? Ce à quoi je répondrais, pourquoi pas. Et autour de la table. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et la chaîne, pourquoi pas. L'éducation. L'éducation toujours. Prométhée, dont on connaît toujours la sombre histoire, celui qui se faisait bouffer le foie par un aigle. Un aigle que j'ai synthétisé par une aigle. Yvon, qui est un spécialiste de la langue française, voit la différence entre un aigle, qui est l'animal volant, et une aigle, qui est un animal héraldique, et c'est ça, symbolisé par l'anus de la bestiole, qui a l'air méchant d'ailleurs. Ève, pour tout vous dire, Ève, c'est simple. Ève, avec la pomme presque croquée, enfin qui est en train de se faire croquer. Ève, je vous donne l'anecdote, mais vous ne le répéterez à personne. Ève, je l'ai tellement aimé ce tableau que j'ai failli me le faire tatouer dans le dos. Dans le dos, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai failli me le faire tatouer. Donc, il y a plus de place dans le dos. Peut-être. C'est certain de ne pas l'avoir. Alors, ça c'était une série pas une série, mais quelques-uns que j'avais fait. Ça c'était j'ai personnifié
la pauvre femme qui s'appelait la Corriveau. La Corriveau, j'avais fait quelques dessins comme ça qui parlaient du Québec, parce que j'aime le Québec. J'avais fait la chasse-galerie aussi, le tableau qui est perdu ou vendu, ou je sais pas trop. Ça, la Corriveau, c'était l'histoire de cette femme qui se fait enfermer sous le regard des passants, avec, bien sûr, pour la reconnaître, le Québec. C'est ça. J'ai jamais compris que le symbole québécois pouvait être Fleur de Lys. Ça, c'est un tableau. C'est ça. Lui, c'est un tableau qui a eu un succès extrême chez les clubs de motards. Parce que lui, je l'appelais Galbicic. Galbicic, c'est... Et s'il a jauni, c'est parce qu'il a été très longtemps exposé dans un club de motards. Celui-ci, c'est Ah le bon bain. Ah le bon bain. C'est Ah le bon bain, mais lui, c'était à l'époque de la guerre au Vietnam. Et en tournant autour de la table, comme le faisait marquer notre ami tout à l'heure, je me suis rendu compte que je pouvais l'intituler Ah le bon bain, de ce côté-là, et de l'autre côté, je pouvais l'intituler GI américain, regardant une vainée prenant son bain dans son masque à gaz. Alors bien sûr, il a les yeux un peu exorbités, mais enfin. Au-delà du rire, il y a toujours chez moi une inquiétude. Et ça, je ne peux pas le nier, et l'inquiétude pour moi est primordiale. Au-delà du sens du ridicule, au-delà du sens de l'apparente agression qu'il peut y avoir là-dedans, il y a une inquiétude qui est manifeste. Ça, votre calvaire achève. L'aveugle et le paralytique. L'aveugle et le paralytique, alors bien sûr, c'est quoi? Ben, c'est simplement l'aveugle qui, en se cramponnant après le paralytique, lui crève le paralytique se cramponnant après l'aveugle, lui crève les yeux. Mais le monde va pareil. Et pour finalement rendre hommage à la femme québécoise qui, à l'époque, faisait toujours sa lessive le lundi. Oh. Un tableau que j'ai appelé le lundi. Voilà. Avec comme vision dans sa machine à laver, la vision d'un monde meilleur. De notre monde. Voilà. On pourrait dire que vous vous rattachez à la métaphysique? Eh bon. Et voilà. Bon, on a et voilà. Le tableau que vous venez de voir, rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui vont les revoir. Merci de votre présentation. Vous ne faites pas de copie de ça? Vous n'avez pas fait des cartes, des posters? Des t-shirts. Des t-shirts. 800. Bon, mais si tu veux en acheter, là. Il y en a? Il y en a 800. Oui. 800. Il y en a un qui a été vendu. Des tableaux sont spectaculaires. Les Américains sont super. Je veux juste dire que les tableaux sont spectaculaires. Je n'ai aucune question. C'est vraiment fascinant, spectaculaire. Merci infiniment. Merci. Maintenant, Gérald va faire un commentaire plus intelligent. Non, ben, j'allais dire la même chose. Ça m'étonne, moi aussi. C'est absolument magnifique, très bouleversant, bien entendu. Mais vous avez le sens du dessin, le jeu des ombres est impeccable. Et vraiment, c'est du monstrueux, effectivement, que vous nous montrez. Mais moi, ce qui me frappe toujours, j'aime toujours voir ça dans les tableaux. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est mon anthropocentrisme, mais toujours les regards. Je suis toujours un peu obsédé par ça quand il y a des personnages qui regardent et qui nous regardent. Alors, dans le fond, j'ai l'impression que le tableau nous regarde
autant qu'on le regarde. Et ce que je ne peux plus faire autrement que de voir, c'est de la terreur. C'est de la terreur, de l'angoisse, de l'effarouchement, et le monstrueux, c'est un peu ça. C'est incroyable. C'est incroyable que l'univers intérieur très troublant. Vous me flattez, vous me faites rougir, particulièrement le nez que j'ai proéminent, mais surtout, d'un côté, je me dis, oh, c'est trop beau, au cœur, je n'ai pas droit à ces éloges, d'autant plus que les gens qui m'adressent ces éloges, je les connais quand même assez bien pour savoir que ce sont des gens de qualité. Mais au-delà de ça, je ne peux pas les refuser non plus, parce que je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait, et je sais que quand je peux comment dirais-je, me vanter d'avoir fait quelque chose, je sais que ce quelque chose que j'ai fait est pas tout à fait dans les droites lignes de ce qui se fait. Okay. Et puis, je me dis, j'ai été chanceux de pouvoir le faire, et j'ai été chanceux que 40 ans plus tard, ces tableaux peuvent être vus encore aujourd'hui. Okay. Et ça me fascine un peu de voir que 40 ans plus tard, il y a peut-être pas un public, c'est trop trivial de dire ça, mais il y a des gens qui sont sensibles encore à ce que j'ai fait. Alors j'ai l'impression de ressusciter un peu. Mais il faut qu'il y ait une exposition. Il faut qu'il y ait une exposition. Il faut les sortir de l'ombre. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'il y ait une exposition. Il faudrait qu'à la Maison de la Culture qui ait ça. Il faudrait qu'il y ait un catalogue. Il faudrait qu'on réfléchisse. Il me semble que, écoutez, vous méritez de sortir de l'ombre. Parce que c'est très bon. Peuple de la terre, entendez-nous. Peuple de la terre, sur la terre. Est-ce que quand vous... Je vous dirais, Maurice, vous étiez très avant-gardiste. Je ne sais pas si avant ça a été déterminé, là, l'art brut, mais si vous êtes un pionnier, ben, je suis très, très heureuse de vous connaître et de découvrir vos arts. Je vous dirais que vous êtes très d'actualité. Surtout New York et la place La Pomme de... Ah oui. Oui. Et puis il y a des artistes qui font semblable à ce que vous faites. Je ne sais pas s'ils vous ont copié, là, mais parce que vous êtes avant eux, la jeunesse d'aujourd'hui aime ça. Fait que je ne serais pas gênée à votre place je les serrerais plus, puis je m'arrangerais pour qu'ils soient exposés. Comme je dis, ça fait 40 ans qu'ils dorment tranquillement. Et puis, bon, occasionnellement, je les fais voir comme ça. Encore une fois, j'ai la certitude que c'est quelque chose. Mais de là à les encenser, puis à faire des efforts pour les faire connaître, bon, je m'en remets à... C'est ça peut-être un peu mon défaut. Je suis un bonhomme qui a sans doute plusieurs cordes à son arc, mais il n'y en a aucune de bien tendue. C'est ça le problème. Mais je vous dirais que c'est puissant, puis vous êtes à découvrir. Merci infiniment. Vous avez été content de voir ça, ça ne va pas vous empêcher de passer une bonne nuit de sommeil. Oh, je suis content. Vous semblez en très bonne santé. Est-ce que vous avez encore, vous pensez encore à des choses à mettre sur la toile en noir et blanc? Est-ce que vous avez encore le goût de faire ça, de vous tourner autour de la table et de... Je pourrais le faire n'importe quand. Oui. Et comme ils auront, si je me plie à votre, je dirais pas à votre désir, mais si je fais ce que vous m'ordonneriez de faire, je tournerai autour de la table et les dessins que je ferai rentreraient exactement dans le même cadre. Et je ne pourrais pas vous dire, ou personne qui aurait vu ces travaux-ci pourrait dire lequel c'est le premier, lequel c'est le dernier. Il y a une constance. Pas la constance du jardinier, parce que je ne suis pas jardinier, mais il y a une constance qui émergerait de ça. Alors, il y a aussi une fatigue qui peut arriver à la fin. Mais chez moi, j'ai jamais eu
à me dire ah, qu'est-ce qui va arriver après. Je me suis arrêté comme ça spontanément parce que j'ai choisi après d'aller fouiller dans la littérature ou dans la philosophie. Mais j'aurais pu continuer comme ça. Et puis, bon, trouver des gens qui peut-être m'auraient encouragé à exposer, comme j'ai trouvé le monsieur le conservateur du musée du Québec, qui pour ma première démarche, ça a été de lui montrer spontanément, comme ça, sans prétention, bêtement, je dirais, jusqu'à dire, je suis allé lui montrer ça bêtement. Et les tableaux, je les ai faits d'une manière, pas automatique non plus, mais comme pesamment, avec la seule volonté, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, d'exprimer et de faire sortir mes interrogations, le fouillis de mes pensées, de mes désirs, de mes réalités. Et finalement, je vais vous laisser avec la fin de mon texte. Vous allez voir jusqu'où peut aller ma prétention. Tu peux t'asseoir. Alors, ça va clore votre charmante présence et ma prestation qui a pu être considérée comme chaotante. Je vais vous donner les dernières lignes en conclusion momentanée. Alors, je viens de vous parler et de vous montrer ce qui m'intéresse après que l'on croit avoir tout vu, tout entendu et tout perdu. L'art comme consolation et comme consommation. L'art que l'on découvre là où on ne l'imaginait pas. L'art dans la chose la plus simple, la plus banale, un trait de plume, du noir et du blanc, et qui ouvre sur l'infini. L'art dans l'œuvre brute qui nous vide de nos douleurs, en nous faisant voir une part d'impossible, d'incroyable, d'inattendu, jusqu'à nous sidérer, en nous faisant oublier ce pourquoi nous suons, pâtissons, espérons et souffrons. L'art sans limite, affranchi des règles et des codes qui étranglent, de toutes ces règles imposées par des cerveaux bien pensants, nous empêchant de voir plus clair et plus loin vers les extrêmes. Aller au-delà des paradis esthétiques, aller au-delà du maquillage qui embellit platement, aller au-delà du trompe-l'œil qui n'est souvent qu'un trompe-l'âme, et ne pas avoir peur de regarder en face les vérités de nos enfers. Voilà ce que l'art brut nous propose, une nécessité plutôt qu'une volonté, une expression plutôt qu'une célébration, qui, même si elle est souvent loin du beau, peut être aussi plus près du cœur. Dans un monde qui ne va pas à notre allure, nous voudrions parfois remettre les pendules à l'heure et même parfois arrêter le temps. Par une formule toute simple, l'art, pour qui sait l'apprécier sous toutes ses formes, même les plus étranges, nous donne les moyens d'accomplir cet exploit, sans abolir le temps, tout en restant vivant. Pénétrer dans l'œuvre, sans peur du mauvais goût, la savourer, sans risquer une intoxication, et pour qui sait, par notre témérité récompensée, trouver un analgésique à notre mal de vivre, une énergie nouvelle à un esprit fatigué. Après l'art brut, il est difficile de savoir où se trouvent les limites de l'art. Peut-être cet art est-il sans limite. C'est ce que j'espère de tout cœur. J'aimerais un art sans limite, dans la fulgurance et dans l'endurance d'inspiration simple autant que noble, et dans la faculté de spiritualiser la nature vivante ou morte, autant que de matérialiser des esprits, de toucher au bucolique ou à l'angélique. J'aimerais savoir où me placer, entre le génie de l'intuition et le travail de la raison. J'aimerais être capable de débusquer les sources de l'inspiration où qu'elles se trouvent, dans le proche ou dans le lointain, sur la terre comme au ciel, dans de grandes ou petites choses, macrocosme ou microcosme. Mais au-delà de ce que j'aimerais, je sais surtout une chose, c'est que tant qu'il nous restera la moindre capacité de fléchir ou de réfléchir devant une œuvre humaine, quelle qu'elle soit, débordante de beauté formelle ou gauchement rendue, plus forte ou plus faible que son créateur,
inestimable ou sans valeur apparente, et si nous découvrons que cette œuvre est capable d'éclairer tant soit peu notre néant, nous tous, touchés par la magie de l'art, serons et resteront à l'égal des déesses et des dieux. Merci.